Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Face à la presse dédié à un expert de la mobilité des professionnels, un constructeur carrossier. Bonjour Patrick Gruau. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez le groupe Gruau qui vient tout juste de fêter ses 130 ans. Vous aménagez et vous transformez des véhicules utilitaires sur mesure. Groupe familial fondé à Laval en 1889 par votre arrière-grand-père qui était charron, et le charron, tout le monde ne le sait peut-être pas, c'était l'ancêtre du carrossier. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans le véhicule utilitaire, ambulance, camion-benne, voiture de pompiers ou de police, fourgon isotherme, rien ne vous échappe. 1500 collaborateurs, vous transformez chaque année 54 000 véhicules pour un chiffre d'affaires, je crois, de 290 millions d'euros l'an dernier. C'est bien cela ? Pour cette année. Pour cette année, d'accord. On va parler avec vous, bien sûr, de mobilité professionnelle, les nouvelles normes, les nouveaux matériaux, les nouveaux services, et vous nous direz comment vous voyez l'avenir de ce groupe Gruau lorsque la 7e génération sera aux manettes, puisque la 7e, elle vient d'arriver, hein, c'est ça ? La 6e est déjà en place et la 7e vient de naître. Voilà. Bravo. Pour vous interroger, notre confrère Thierry de Saulieu, bonjour. Bonjour. Grand journaliste spécialisé devant l'Éternel, vous avez travaillé sur plein de supports, Figaro, Argus, Équipe. C'est vrai que vous avez fait 18 fois le Paris-Dakar ? Oui. Voilà, sur camion. Mais ce qui est mieux, c'est de l'avoir gagné 3 fois. Hein. Ah, je croyais que c'était 5. 3 fois. Non, quand même, non. Bravo. Aurélien Fleureau, Europe 1. Bonjour. Ravi de vous accueillir pour Merci. cette première, pour ce qui concerne Face à la presse. Exactement. Et puis Christophe Bourreau, RTL. Bonjour Christophe. Bonjour. Patrick Gruau, on va d'abord parler de la situation actuelle, la mobilité professionnelle en 2019. Est-ce que vous pouvez nous dire, après on fera l'historique de la maison, que vous demandent vos clients aujourd'hui qu'ils ne vous demandaient pas il y a 10 ans ? Des usages de plus en plus pointus. Donc notre métier s'est considérablement orienté vers l'observation des usages et puis qui nous permet d'innover dans de meilleures conditions. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'évoquerai, c'est du délai court. De plus en plus vite, effectivement. Ouais. On acceptait qu'un véhicule puisse être réalisé en 4 à 6 semaines quand il s'agissait d'un véhicule pour handicapés de 4 à 6 fauteuils roulants. Aujourd'hui, c'est plutôt 4 à 5 jours. C'est-à-dire que l'unité de mesure n'est plus la même. Voilà, ça fait partie des choses. Et puis bien sûr du prix, mais ça, le prix, c'est quelque chose de classique et qui existait, je crois, déjà à l'époque de mon arrière-arrière-grand-père. Parce qu'en fait, je suis la 5e génération. Il y a eu un arrière-arrière-grand-père. Ouais. Le départ, c'était donc des charrettes. Des charrettes, oui. Charrettes. Tout à fait. Puis des calèches. Alors, ce sont des charrettes, des carrioles. À cette époque-là, en 1889, c'était la force hippomobile. Donc, on est passé de l'hippomobilité à l'automobilité. Et ceci au début du siècle dernier. Et jusqu'au moment où mon grand-père, Marius, a compris que les constructeurs automobiles intégreraient la totalité de la transformation, c'est-à-dire non seulement le châssis, le moteur, les 4 roues, mais aussi la carrosserie. Donc c'est là où il s'est orienté progressivement vers le véhicule utilitaire ou industriel. Thierry de Saulieu. Alors la société Gruau est une société, c'est un géant que je dirais personne ne connaît, j'espère que je vous vexe pas en disant ça, parce que vous êtes le premier européen dans l'utilitaire et suivant tous les secteurs que vous couvrez, puisque vous avez 25 marques, sauf erreur de ma part, vous couvrez vraiment tout ce qu'il y a de possible. Alors, je sais que votre grand-père, il a eu un coup de génie, votre arrière-grand-père a eu un coup de génie, il s'est installé devant le marché, et les gens qui venaient au marché lui commandaient des charrettes anglaises, des chariots, des charrois et tout. Et donc, vous, comment êtes-vous venu à être ce que vous êtes aujourd'hui, un géant ? Parce que vous êtes un géant. Non, je ne crois pas que nous soyons un géant, mais en tout cas, nous sommes effectivement le premier constructeur carrossier français, toutes catégories confondues, le premier en Europe dans notre segment d'activité, le véhicule utilitaire. Écoutez, je crois que c'est d'abord une longue histoire. 130 ans, c'est 5 capitaines qui ont été, je crois, chacun d'entre eux visionnaires, chacun dans leur domaine, qui ont été audacieux. L'audace, c'est une des 4 valeurs de notre groupe, mais je crois qu'à 50 ans, comme mon arrière-arrière-grand-père
quitte l'entreprise familiale dans un petit village d'Ernée en Mayenne pour venir à la capitale, mais la capitale de la Mayenne, c'est-à-dire Laval simplement. Il fallait être audacieux. Il est parti avec ses 5 compagnons, ses 5 enfants. Il était veuf. Je crois que c'était quelque chose de courageux à l'époque. Et puis, si je remonte au fil du temps, il y a des sacrés paris qui ont été faits aussi. Mon grand-père Marius a accepté en 1955 un marché de 250 autocars pour l'armée de l'air, ce qui était à l'époque l'équivalent de 3 années de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des paris un peu fous. Alors, c'était les 30 Glorieuses, c'était des périodes où, je dirais, les marchés étaient porteurs d'une façon générale, mais 3 années de chiffre d'affaires en une seule affaire, moi, le premier, aujourd'hui, j'y réfléchirais à 2 fois quand même. Patrick, vous parlez de votre grand-père et des coups de génie qu'il a eus. Je dois dire que on dit que les Français sont régionalistes, un petit peu sur leur quant à soi, travaillent dans leur petit coin. Et vous, quand vous avez repris l'entreprise à votre père René, vous avez aussi fait un grand pari à l'international. Et ça, c'est incroyable. Vous êtes présent en Chine et aux États-Unis. Sans parler de l'Italie, de l'Allemagne et de la Pologne. Oui, écoutez, ça fait partie des paris les plus récents. Donc, il reste à faire nos preuves dans ce domaine. Mais il est vrai qu'après avoir consolidé la présence de Gruau en France en particulier, parce que je crois qu'avant d'aller de l'autre côté des frontières, il fallait déjà être bon et compétitif sur notre territoire, en sachant que dans le domaine du véhicule utilitaire, il faut savoir que la France, c'est la référence mondiale, j'ose le dire, c'est-à-dire que la norme 3,5 tonnes, sur laquelle tout le monde s'appuie aujourd'hui, elle est née en France. Les 2 chevaux camionnettes, les 4L fourgonnettes, les fameux type H, les J7, les J9, tout ça, ce sont des produits français sur lesquels se sont même calés nos amis allemands. Donc l'utilitaire en France, c'est quelque chose sur lequel Gruau, j'ai décidé en 1988 d'orienter Gruau exclusivement sur l'utilitaire. Parce qu'auparavant... vous avez fait des autocars pour DAF, je crois, qui est très bon, le Chantilly. Oui, je vois que vous avez une bonne mémoire, Thierry, mais c'était un superbe véhicule, effectivement. Vous avez fait des autocars tout-terrain aussi, avec le Safaribus, qu'on rencontre en ce moment à la frontière de l'Himalaya ou en Afrique. Oui, ce sont des superbes réalisations qui ont porté Gruau pendant un certain temps, mais il y a un moment donné, on ne peut pas être compétitif dans tous les domaines. Donc, on a fait le choix, j'ai fait le choix de dire on oriente Gruau dans ce que l'on sait faire de mieux et en plus qui m'apparaissait être le plus porteur. La circulation en ville, la livraison en ville est quelque chose qui, pas besoin d'être grand clair pour comprendre quand même que les utilitaires en ville ont toute leur place et c'est pour ça que j'ai souhaité orienter Gruau dans ce domaine depuis 1988 et ensuite de devenir un multispécialiste dans ce domaine, c'est-à-dire faire non seulement... On dit que vous accompagnez les gens de leur naissance dans l'ambulance à leur mort avec du carme dans les fourgons funéraires. Hein. Oui, mais il y a d'autres étapes. Allez, Christophe Brou. Alors une question d'actualité brûlante, si je puis me permettre l'expression. Il fait très chaud, les centres-villes sont bannis pour la plupart des véhicules. Est-ce que vous, ça change votre relation à l'automobile? Et comment vous allez avec véhicules utilitaires, notamment pour les livraisons au centre-ville? Est-ce que ça vous pose un problème ou vous avez des solutions à apporter qui vont être concrètes pour tous les personnes, pour tous vos clients? Écoutez, je suis particulièrement sensible à ce sujet-là. Gruau, en 2000, très précisément, avec le directeur de la recherche de la RATP à l'époque, avait défini ce que pouvait être un minibus urbain propre. Électrique. Électrique, effectivement. Il tenait en 4 lignes le cahier des charges et l'une de ces 4 lignes, la première ligne, c'était un véhicule à hauteur d'un trottoir, ce qui est on ne peut plus pratique, mais qui excluait tous les véhicules existants sur le marché, un plancher entièrement plat pour qu'une personne en fauteuil roulant, une personne à mobilité réduite puisse se mouvoir à l'intérieur sans aucune difficulté, un véhicule convivial plutôt sympa à l'œil pour que les enfants dans les zones piétonnes n'en aient pas peur, mais qui ressemble plus à un jouet
qu'autre chose. Et puis, il fallait qu'il soit propre. Et c'est en 2006 que nous avons réalisé pour la première fois, fait rouler un minibus électrique. Et en 2008, nous nous sommes même associés à Bolloré, qui sortait une batterie qui nous intéressait. Donc l'aventure du véhicule électrique, l'aventure du véhicule propre est quelque chose auquel nous avons contribué. Je dois vous dire que cette aventure, elle a été coûteuse et qu'on a fait le choix d'accompagner aujourd'hui les constructeurs qui ont ce type de produit plutôt que de continuer à travailler, investir dans ce domaine. C'est beaucoup trop cher pour votre groupe? Oui, tout à fait. Et à un moment donné, j'espérais intéresser un constructeur. Il s'en est fallu de peu, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, il y a un moment donné, il faut, quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui a 130 ans et qui a 1600 collaborateurs, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, j'ai souhaité investir dans un autre projet qui est celui de l'international. Mais Patrick Gruau, pour qu'on soit très concret, quand vous livrez en 2012, je crois, 2 Kangoo électriques au Vatican pour le pape Benoît XVI. Oui. La voiture, elle est vendue combien? En gros, une fourchette. Par rapport à la Kangoo de base, électrique de base, quoi. Non, mais pour tout vous dire, c'était une superbe aventure. Oui, vous n'imaginez pas combien mes équipes ont été heureuses de travailler avec le Vatican, parce que pour définir le cahier des charges de ce véhicule, qui n'avait pour vocation que d'aider Benoît XVI à se mouvoir dans son parc, sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Oui. Donc il y a 55 hectares, à 400 mètres d'altitude au-dessus des plaines de Rome, c'était magnifique. Eh bien, ce véhicule, il était fait exclusivement pour ce pape et son frère qui était curé, qui pouvait se glisser aussi à l'intérieur de ce véhicule. Donc c'est une pièce unique, en réalité en 2 exemplaires, puisqu'il y avait... Donc il coûtait une fortune. Il était raisonnable parce que aussi bien Renault, qui était le porteur de ce projet, que nous-mêmes, on était trop heureux de réaliser ce produit pour le pape. Et je vous assure que la livraison, puisque j'ai eu la chance de pouvoir remettre les clés au pape, ça reste pour moi un grand moment. Et ce qui me fait vous dire aussi que j'ai un superbe métier pour ça, c'est que la diversité de nos clients nous amène à faire de très belles rencontres. On referme la parenthèse. Aurélien Fleuroux. Alors, vous ne livrez pas le pape tous les jours, mais pour rebondir sur la question de Christophe, en termes de livraison, la livraison de demain, l'utilitaire qui va livrer demain dans les centres-villes, il sera forcément connecté, autonome, c'est ça aussi Connecté, c'est sûr. Autonome, sans doute en partie. Je crois qu'il faut arrêter de penser que tout sera d'une certaine façon. Il y aura, comme il y a dans le domaine des énergies, il y aura différentes énergies à disposition, en tout cas dans les 10 à 20 ans, 30 ans. C'est une évidence pour moi. Il y aura encore du thermique, il y aura évidemment, de l'hybride, mais il y aura aussi et surtout, je crois, de l'hydrogène. En tout cas, j'y crois personnellement. Et je crois qu'il y aura différentes solutions sur le plan des énergies. Maintenant, en ce qui concerne les véhicules, on parle souvent du dernier kilomètre. Gruau s'intéresse aussi au dernier mètre. C'est-à-dire que quand on habite dans des immeubles, dans des tours, il faut parfois les livrer un plat préparé. Et dans ces cas-là, on peut imaginer des plus petits véhicules sur lesquels viennent se clipser des sortes de box. Non, pas des robots tout de suite. Vous avez un robot avec la poste, c'est ça? Oui, alors je vois que vous êtes bien renseigné. Ce sont des expériences qui sont très intéressantes parce que ça permet de faire réagir aussi nos clients et je crois que cet échange entre nos Fab Labs, entre la Poste et notre Ginov Lab à nous sont extrêmement intéressants. Il fait quoi le robot derrière le facteur? C'est très simple. Quand on parle de véhicule autonome, là en fait c'est un petit véhicule, 4 roues, vous imaginez un très gros caddie, on va dire, et qui suit le facteur. C'est-à-dire que le facteur n'a aucun effort à réaliser, il n'est pas non plus sur un vélo, ça lui permet de se mouvoir dans une rue, et il a son chariot qui le suit tout simplement. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on a imaginé ces derniers temps. Et effectivement, c'est là où je parle du dernier mètre et pas seulement du dernier kilomètre. Patrick, aussi vous êtes des gens très novateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que, le petit carrossier de Laval, c'est quand même le monsieur qui a réussi à faire pour Renault les premiers Kangoo collés.
Oui, alors... Ça, c'était quand même une... Oui, alors si vous présentez ça comme ça, Kangoo collé, c'est pas ça qui intéressait le client utilisateur, mais on va parler du Kangoo rallongé. C'est-à-dire qu'on a proposé, effectivement, à Renault, une version de sa fourgonnette rallongée. Alors le carrossier que nous étions, nous avions l'habitude de rallonger les véhicules en les coupant et en rajoutant la tôle, donc on soudait, mais il était évident que ces véhicules, au bout d'un certain temps, avec les normes d'anticorrosion qui existent aujourd'hui, ces véhicules, au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, avaient quelques difficultés pour cacher les quelques points de rouille qu'il pouvait y avoir. Donc, sur les soudures. Sur les soudures, effectivement. Et là, mes équipes ont eu une idée de génie, effectivement. C'est un jour, ils sont venus me voir en disant, Patrick, et si on rallongeait le Kangoo par collage? L'avantage du collage, c'est que vous ne détruisez pas les qualités originelles du véhicule et donc la cataphorèse du véhicule, et donc la protection. Et c'est ce que nous avons proposé à Patrick Pogu, à l'époque, qui était le chef de projet du Kangoo, et il s'en est suivi 53 000 Kangoo rallongés qui ne portaient pas le monogramme Gruau, parce que tous les véhicules ne portent pas le monogramme Gruau, mais qui étaient au catalogue et au tarif de Renault pendant 10 ans. Voilà. Vous êtes un groupe français uniquement. Alors, à l'actionnariat, c'est du français. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui les reins suffisamment solides pour pouvoir résister à des groupes, à des mastodontes? Et votre faiblesse n'est-elle pas aussi finalement votre marché français qui est de l'ordre de 80%, c'est ça? Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une faiblesse aujourd'hui? On voit avec les groupes, les constructeurs automobiles, Renault et PSA notamment, qui essayent de plus en plus de sortir de ce marché européen pour se mettre à l'abri. Est-ce que vous, finalement, c'est pas votre faiblesse? Alors, c'en est une à mes yeux. Ça ne l'est pas totalement en réalité, parce que ce qu'il faut, c'est être capable de se comparer à ses concurrents. Il n'y a pas un seul concurrent identifié aujourd'hui qui est le modèle économique de Gruau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise Gruau? Nous sommes un multispécialiste, c'est-à-dire que nous faisons 20 lignes de produits différents. Dans notre profession, la plupart du temps, un carrossier est spécialisé dans un domaine. Il y a les carrossiers qui ne font que de la benne, ceux qui ne font que de l'isotherme, ceux qui ne font que du transport de personnes, etc. Vous êtes le généraliste des carrossiers? Non, surtout pas. Non, nous sommes le multispécialiste. Le généraliste, il n'est pas compétitif. Le multispécialiste, il est compétitif. C'est-à-dire que dans chacun des domaines, nous sommes le numéro 1 ou le numéro 2, parce que l'effet volume, dans notre métier, la main de l'homme est toujours très présente. Et on a coutume de dire qu'à chaque fois, dans la courbe d'apprentissage de la réalisation de nos produits, à chaque fois qu'on double les quantités, on baisse les temps de 20%. Donc vous comprenez aussi pourquoi Gruau s'est construit au fil du temps, non seulement avec de la croissance interne, mais aussi de la croissance externe. De la croissance externe ciblée, en disant à un moment donné que Gruau ne faisait pas d'ambulance. Or, c'est un beau marché que l'ambulance, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit rouge. Et donc, nous nous sommes lancés dans le rachat de sociétés qui faisaient de l'ambulance, pour être aujourd'hui le numéro 1 en France et même le numéro 1 ex aequo avec un Allemand en Europe. Parce que vous avez des concurrents, y compris en Pologne, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, où vous êtes présents quand même. Là, vous avez des concurrents. Quand la police allemande a besoin d'une voiture, ou les pompiers, à qui s'adresse-t-il? Aux Allemands. Ah. Pas en France, par contre. Oui. Ça fait partie des petites, des caractéristiques de notre beau pays. Et là, effectivement, des fois, on aimerait qu'il y ait un petit peu plus de patriotisme, on va dire ça comme ça, notant que nous sommes un des promoteurs de la French Fab en ce qui nous concerne, parce que je crois que l'industrie automobile française sont très souvent 3 handicaps. L'industrie, ça fait peur des fois, l'industrie automobile encore un peu plus. Et quand on parle de la France, ça l'est encore un peu plus. Donc, d'avoir survécu pendant 130 ans dans ce domaine-là, c'est une belle performance de la part de toutes les équipes Gruau au fil des années. Notre présence en Allemagne, elle n'est que récente et nous allons nous appuyer sur des distributeurs locaux. En fait, le schéma, c'est d'exporter des produits en kit qui vont être montés par des carrossiers allemands. Ça passera sans doute mieux que si c'était Gruau qui allait tout seul. Patrick, vous avez parlé de votre côté polymorphe avec tout ce que vous faites, mais vous disiez répondre aux besoins du client, mais vous êtes aussi répondre aux besoins des constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en Amérique,
avec, en fin de compte, c'est pour carrosser pour part des pick-up américains, mais aussi des véhicules européens d'origine Mercedes ou d'origine Fiat. Donc vous avez ce suivi des constructeurs? Alors c'est vrai qu'on essaye d'accompagner les constructeurs de véhicules utilitaires de type européen un peu partout dans le monde. Dans le cas des États-Unis, en fait, c'est très simple. En l'an 2011, en allant voir un carrossier qui était à vendre au Canada, nous nous sommes rendus compte que, bien ça y est, le véhicule utilitaire de type européen arrivait. Et quand on connaît toutes les qualités de ce produit, on s'est dit, waouh, si les continents nord-américains commencent à y croire, il va y avoir des opportunités. Et c'est un fait. C'est-à-dire que le Sprinter de chez Mercedes, le Ford Transit maintenant, mais aussi le Ram ProMaster, l'équivalent du Ducato, sont 3 véhicules qui commencent à faire des volumes de l'ordre de 400 et quelques mille véhicules par an, c'est-à-dire supérieur ou presque au marché français déjà. Oui, la taille du pays. Il se fait toujours des pick-up, là c'est plutôt 2 500 000, donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Sur l'international, vous avez une ambition, 2022, passer de 20 à 40%, donc doubler. Oui. Vous avez déjà des contrats prêts à signer, ça va se faire rapidement? Non, ça se fait de multiples façons. En fait, on a une boîte à outils pour développer l'international de Gruau. Il y a d'abord des produits qu'on peut exporter depuis la France, directement, ou depuis nos usines, parce que ça peut être en Espagne, ça peut être en Pologne. Deuxième solution, c'est l'expédition de produits en kit. En kit, c'est parce qu'il y a des taxes douanières parfois entre l'Algérie et le Maroc. Eh bien, le Maroc, il y a des taxes à l'entrée qui font que notre produit fini n'est pas compétitif. Donc, on expédie des produits en kit à un carrossier local qui monte nos produits. La troisième solution, ce sont des alliances commerciales, des agents qui jouent nos distributeurs et qui montent nos produits, des alliances capitalistiques, comme on l'a fait avec un Allemand, Sortimo. Et puis, derrière, la cession de know-how, on parlait de Chine tout à l'heure, eh bien c'est avec eux que nous avons, avec BSV, un groupe chinois, qui est venu nous chercher, parce que là, ça a été la grande surprise pour moi en avril 2016, de recevoir un message un jour en disant on souhaite vous rencontrer et on souhaite bâtir quelque chose avec vous en Chine. Bon, la Chine ne faisait pas partie de notre projet d'entreprise. L'Asie, j'ai eu du mal à y croire au départ. Ouais. Nous y sommes allés et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses à faire. Et puis après, l'autre solution, eh bien, c'est de partir de zéro, comme on l'a fait en Pologne, comme on l'a fait en Espagne, comme on l'a fait en Algérie. Ou alors, la meilleure solution et la plus rapide, mais qui demande le plus d'argent, c'est de racheter un concurrent localement. C'est ce que nous avons fait en Italie. Voilà donc les 7 façons de faire plus d'international chez Gruau. Et franchement, c'est le vrai levier de croissance de notre groupe familial aujourd'hui. Donc vous créez des emplois encore? Écoutez, oui, c'est plutôt... Alors, c'est quelque chose d'important, en tout cas auquel, personnellement, alors on ne fait pas tout ça pour créer de l'emploi, même si je me sens, en tant que dirigeant d'entreprise, ayant une responsabilité sociale, voire sociétale, de donner, entre guillemets, tous les matins du travail à 1600 collaborateurs qui sont quelque part 1600 familles aussi que l'on fait vivre. Voilà. L'année dernière, vous avez fait 275 millions de chiffre d'affaires. Il semblerait qu'en 2020, vous vouliez en faire 360 ? Oui. C'est quand même une grande marche. Écoutez, le chiffre d'affaires est quelque chose qui... il n'est pas significatif, me direz-vous aussi, quand même, un petit peu. Un petit peu. Mais en fait, ce qui compte, c'est que Gruau continue à se développer. Gruau s'appuie... Moi, j'ai deux axes prioritaires en tant que dirigeant. C'est la pérennité. D'abord, donc bâtir une stratégie qui m'assure la pérennité de ce groupe familial qui a traversé 130 années. J'ai très envie qu'il continue à le faire. Et puis, je suis un adepte du développement parce que je sais que si on stagne dans des métiers comme les nôtres, stagner, ça veut dire ne plus investir, on meurt dans les 3 à 5 ans qui suivent. C'est radical. C'est radical, c'est quelque chose qui a été prouvé malheureusement chez certains de nos confrères assez régulièrement. Donc il faut continuer à aller de l'avant et j'espère que la 6e et la 7e génération s'en occuperont. Votre grand confrère a été racheté par un Anglais. Vous n'avez pas été tenté de le reprendre ou c'était pour vous une situation trop dominante ?
c'était pas une question de... Je parle du Rissotti, on soit clair. Oui, c'est un concurrent avec lequel nous avons... Bien bataillé. Oui, puis qu'on continue d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours sur le terrain. C'est une entreprise que je respecte particulièrement. Non, je crois que ce qui m'intéresse quand on rachète une entreprise, c'est deux choses. Soit est-ce qu'il y a un territoire géographique qui est intéressant sur lequel Gruau n'est pas présent, ou est-ce que ce carrossier, alors ça peut être à l'étranger, c'est Onicar en Italie comme on l'a fait, ou bien c'est la première opération de croissance externe que l'on fait à Paris, parce que Paris c'est 20% du marché de l'utilitaire, donc ça vaut la peine d'être proche de Paris. Et depuis d'ailleurs, nous avons 3 établissements sur la région parisienne. La deuxième solution, c'est quand ce carrossier apporte quelque chose que nous ne faisons pas dans notre gamme. Nous ne faisions pas d'ambulance, on a racheté Petit, on a racheté Sanicar et autres. Du Rissotti, tout ce que fait cette société, nous savons le faire. Qu'est-ce que vous ne faites pas ? Alors, ce qu'on ne fait pas, ce sont des véhicules, des voitures blindées, par exemple. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un tout petit marché, et puis c'est un marché un peu particulier. En fait, ceux qui commercialisent ce type de produits commercialisent aussi des armes, des munitions, des bodyguards et autres. C'est pas notre savoir-faire. Voilà. Quelle est votre prochaine croissance externe ? Donc, quel est le prochain secteur auquel, pour l'instant, vous ne touchez pas et que vous voudriez bien toucher en reprenant une société ? Ce ne sera pas en termes de produits, ce sera en termes géographiques. Donc si on fait quelque chose dans les temps à venir, ce sera plutôt de l'international. J'en reviens à ma question sur la restriction de circulation, parce que vous dites que vous êtes 20% à peu près en région parisienne. Donc on voit que c'est le marché. Sur le marché. Avec une restriction qui va être de plus en plus forte. Est-ce que vous dites finalement, tiens, chouette, pour nous, c'est top, parce que les artisans, les commerçants, les professionnels vont devoir changer de véhicule, parce qu'ils ont des véhicules trop anciens, ou vous dites, finalement, il va falloir beaucoup investir dans les nouvelles normes. Quelle est aujourd'hui votre position par rapport à tout ce qui arrive dans ces zones urbaines ? Bon, d'abord, les normes concernent plus les constructeurs que les constructeurs carrossiers. Parce que les normes, ce sont avant tout des problèmes de motorisation. Et ça impacte directement le constructeur et tous les constructeurs. D'une façon assez sérieuse. C'est-à-dire que le législateur n'y est pas allé de main morte avec l'évolution de ces normes, au point même de mettre parfois les constructeurs, je dirais, avec des impasses dans certains plans produits, parce que pas le bon moteur au bon moment, à un moment donné. Bon, tout ceci va se réguler. Ça va dans le bon sens. Sincèrement, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit laisser une planète plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a du travail. Ce que je voudrais aussi de temps en temps, c'est qu'on ne parle pas toujours que de l'automobile. Voilà, ça, c'est un sujet, je le dis, c'est un cri du cœur aussi, parce que franchement, ce climat autophobe permanent est quand même un peu insupportable quand on sait tout ce que représente comme outil de liberté pour une voiture, mais aussi d'outils de travail merveilleux que peuvent être ces véhicules utilitaires. Donc, moi, je crois que les centres urbains pourront être plus accessibles avec des véhicules de format sans doute un peu plus... c'est une demande de la part de vos clients ? Est-ce qu'ils vous demandent des véhicules de plus en plus spécifiques ? Différents types de formats, oui. En fait, les clients, vous savez, c'est l'histoire de nos smartphones. Les clients ne demandaient pas tout ce qu'on fait avec un smartphone aujourd'hui. Je crois que c'est à nous d'aller au-devant et de faire des propositions. Je crois beaucoup à cette démarche d'innovation. Chez nous, on appelle ça vie ma vie. C'est-à-dire, on n'hésite pas à mettre un concepteur, un innovateur, comme j'aime les appeler, aux côtés d'un utilisateur, un chauffeur de véhicule utilitaire, celui qui va faire de la messagerie par exemple, et d'observer pendant une journée complète comment il se sert de son véhicule et de quelle façon on pourrait l'aider à rendre ce véhicule plus fonctionnel, plus facile à utiliser, moins fatigant. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années ? C'est l'arrivée encore plus de big data, Oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui déjà c'est une donnée importante. Moi je souhaite qu'il n'y ait pas un seul véhicule utilitaire
produit par Gruau qui ne soit pas associé à une application quelconque. Donc la connectivité, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous avons déjà des solutions. Une ambulance, aujourd'hui, on vend un produit une application qui permet d'assurer à l'ambulancier que lorsqu'il part sur une intervention, il y a bien tout à bord, par exemple, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur un sinistre et puis de ne pas avoir tout à bord. Eh bien, on a des solutions à apporter pour ça, avec des puces que l'on met sur des appareils médicaux et autres qui assurent, y compris des consommables, que tout est bien à poste. C'est pour un loueur de fourgon grand volume que vous utilisez très occasionnellement pour déménager un jour, et puis vous prenez toujours la même route et vous oubliez que vous avez un véhicule qui est de plus de 3 mètres de haut et vous passez pas sous le premier pont. Et là, eh bien, on propose des applications. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse... Elles font quoi les applications? Ça m'intéresse. Elles font quoi? Elles réduisent la hauteur? Elles informent qu'il faudrait mieux prendre un autre chemin. Et, par exemple, véhicules de pompiers, véhicules de police, les administrations, comment est-ce qu'elles travaillent avec vous? Elles ont des exigences de plus en plus fortes Elles ont des exigences de plus en plus fortes, oui, bien sûr, très orientées sur les prix, mais c'est là où nous essayons d'apporter des solutions innovantes qui leur apportent une vraie valeur ajoutée supplémentaire et qu'il n'y ait pas que le prix. En fait, je vous assure que l'observation de l'utilisation des véhicules est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et de voir comment un véhicule vieillit. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, de voir un véhicule et j'interrogeais la personne qui m'avait arrêté sur le bord de la route et je faisais mon enquête de satisfaction client, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pu voir des choses à l'intérieur de ce véhicule qui m'ont interpellé et qui m'ont fait dire qu'on devrait proposer ça, l'administration devrait proposer ça. La différence et la difficulté, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est qu'il y a l'utilisateur de tous les jours et puis il y a l'acheteur et parfois ils sont un peu éloignés et parfois il n'y a que le prix, il n'y a pas la qualité d'utilisation du produit. Donc c'est à nous de faire notre job. Les policiers et pompiers, pour en revenir aux administrations d'État, vous sentez qu'il n'y a pas d'argent ou qu'on vous tord le cou? Non, il ne faut pas dire ça, mais il y a parfois des orientations. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes a clairement réorienté certains budgets sur des équipements pour nos policiers, nos gendarmes et autres, ce qui m'apparaît être la moindre des choses. À l'inverse, nous avons eu toute une campagne de rappel il y a 1 an et demi de ça, sur les véhicules pour appliquer sur toutes les voitures des policiers et des gendarmes des films qui résistent à l'envoi malheureusement de boules de pétanque ou de battes de baseball ou autre chose. Donc vous voyez, ça dépend aussi un peu des éléments, de l'actualité. Ouais. Sur l'impact environnemental, qu'est-ce qu'un carrossier peut faire? C'est les matériaux, c'est le poids, parce qu'on a bien compris que vous ne faites pas les moteurs, hein, ça on le sait, mais justement voilà, comment on arrive à avoir un impact? Eh bien écoutez, les nouvelles normes qui vont se mettre en place au 1er septembre, qui est la fameuse norme WLTP, qui est une norme qui intègre différentes choses qui peuvent impacter le carrossier. C'est par exemple la masse. Et donc là, clairement, une benne, ça se fait traditionnellement en France en acier. Si nous avons racheté cette société en Italie, c'est parce qu'elle fait des bennes en aluminium. Mais d'un seul coup, vous améliorez sensiblement la charge utile, mais aussi la masse d'origine, et donc ça va plutôt dans le sens. Donc les matériaux utilisés, qu'ils soient composites, qu'ils soient aluminium, sont des sujets qui peuvent être intéressants. Après, c'est l'aérodynamisme aussi du véhicule, puisque les surfaces frontales sont intégrées dans le calcul de la nouvelle norme. Et donc, quand vous faites un fourgon 20 mètres cubes, quand vous avez un déflecteur pour améliorer le CX du véhicule, eh bien, on devra être encore plus attentif au calcul de flux d'air sur ces produits, par exemple. Même sur des véhicules de pompiers, est-ce qu'on pense aussi à l'environnement ou... Ouais.
Oui, sur tous les véhicules. Un simple gyrophare vient contrarier le CX du véhicule et donc modifie comment dire, la norme et enfin le chiffre qui se calcule avec une petite calculette dans la circonstance. Et ça fait partie des choses auxquelles on doit faire attention. Est-ce qu'il y aura un impact, j'imagine, sur le prix? Parce qu'on le voit pour les véhicules grand public, il y a des impacts. Est-ce que vous, ça va se répercuter pour vos clients? De quelle façon? Non pas. Je crois que quand il s'agit d'aérodynamisme, oui, ça, je vais citer un exemple. On faisait des déflecteurs qui, grâce au talent de nos compagnons, on était capable de dessiner correctement un déflecteur. Aujourd'hui, on ira sans doute dans des essais de soufflerie, par exemple. Heureusement, alors, des essais de soufflerie réels, comme comment dire, à Nantes chez Jules Verne, mais plus vraisemblablement tout ce qui est CAO, la modélisation aujourd'hui nous permet de faire des choses qui sont intéressantes. Donc on sera plus enclin à regarder l'aérodynamisme de nos véhicules que nous le faisions par le passé. Alors justement, on parlait d'emploi tout à l'heure, vous recrutez des ingénieurs, je suppose, oui, bien sûr, de plus en plus haut de gamme, des carrossiers de plus en plus formés. En fait, notre métier a évolué au fil du temps. Moi, quand je suis arrivé dans la société en 1980, le savoir-faire de Gruau, c'était les rallongements, les rehaussements. Bon, ça veut dire que les 2/3 de nos effectifs, c'était des tauliers formeurs, P1, P2, P3. Aujourd'hui, sur 1600, il en reste 3. Oh là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a fallu accompagner le changement aussi. Donc, ce sont des gros budgets formation. Ce sont aussi des partenariats avec les écoles. C'est travailler les filières aussi avec notre fédération et puis mes propres équipes à la naissance de nouveaux, de nouveaux programmes, CAP, BEP, Bac Pro, licence, sur lesquels nous essayons de faire évoluer les métiers. Et puis, c'est aussi des partenariats avec des écoles comme l'Estaca, qui est à Laval en plus, donc c'est quelque chose qui nous intéresse, mais aussi des ingénieurs comme les ICAM, que nous aimons particulièrement, parce qu'en plus du savoir-faire, ils ont aussi du savoir-être, et c'est quelque chose qu'on apprécie chez Gruau. Oui. Voilà. Mais c'est l'élite de la carrosserie pour un jeune apprenti carrossier qui veut travailler dans le secteur. Oui. Travailler chez Gruau, c'est le top. J'espère, mais je crois qu'il faut rester modeste par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est qu'il trouvera chez Gruau une diversité de réalisations qu'il trouvera nulle part ailleurs. Ça, je peux le garantir, parce que dans notre société, il y a aussi bien des frigoristes que des trajectoiristes, que des mécatroniciens, etc., etc. Parce que dans chacune des spécialités, pourquoi un frigoriste? Parce qu'on fait des véhicules frigorifiques. Pourquoi un trajectoiriste? Parce qu'on a quelques produits qui sont faits avec des robots, et le calcul des trajectoires, c'est quelque chose qui est important. On a une richesse, on a 60 métiers différents chez Gruau. Aujourd'hui, on les a dénombrés récemment, sans parler des fonctions de support. C'était réduit à, je dirais, à quoi? Une bonne quinzaine, pas plus. Hein, c'était comme ça. Patrick, excusez-moi de revenir un petit peu en arrière. Quels sont les secteurs qui vous intéressent et dans lesquels vous n'êtes pas encore implanté, que vous souhaiteriez Moi, ce qui m'importe, c'est que l'on accompagne le changement et les mutations de tout ce qui sera livraison en ville et aussi du transport de personnes. Donc, c'est la base de plein de choses. Donc, il faut qu'on soit capable d'apporter des solutions très modulaires. On imagine chez les constructeurs que les véhicules de base vont évoluer aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit toujours là pour leur proposer des solutions d'accompagnement, parce qu'une ambulance, ça ne s'aménage pas comme un véhicule frigorifique ou un véhicule funéraire ou un véhicule du BTP. Donc, c'est à nous de continuer à accompagner, à devancer même. Quand on va proposer à Renault le rallongement du Kangoo, c'est Gruau qui est force de proposition. Et dans certains cas, nous répondons à des appels d'offres, ce qui est différent. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit suffisamment innovant, suffisamment acteur des nouveaux usages de demain dans tout ce qui est transport de personnes et transport de marchandises. Et la voiture autonome va changer l'architecture des voitures. Est-ce que ça va révolutionner aussi votre façon de construire les voitures
voiture? Alors, écoutez, je crois aux véhicules autonomes dans certaines situations. Je n'y crois pas à court terme. Court terme, pour moi, c'est à moins de 10 ans. En tout cas, dans des flux traditionnels sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Bien sûr qu'il est facile de réaliser. On voit des démonstrations tous les jours de nos amis équipementiers qui sont capables de faire rouler des véhicules dans certaines situations. Nous devons rester très attentifs, et ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis, du côté de la Californie ou au CES sont quand même des choses intéressantes à observer, parce qu'on sait que ce qui se passe en Californie, 5 ans plus tard, ça se passe dans le cœur des États-Unis, et 5 ans plus tard, ça a traversé l'Atlantique, ça vient un peu en Europe. Bon, donc il faut qu'on y soit attentif. Je crois que néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut intégrer, c'est qu'un constructeur carrossier comme Gruau travaille toujours sur la base d'un véhicule constructeur. Donc la question, elle est plus à poser aux constructeurs, parce que nous devrons toujours accompagner les changements que les constructeurs vont faire sur leur future gamme. On parle toujours des carnets de commandes d'Airbus, de Boeing. Alors le carnet de commandes de Gruau, il y a du travail pour les 2 ans qui viennent, les 3 ans qui viennent? Non, on ne raisonne pas comme ça, parce que selon les types de produits, c'est un carnet de commandes à la journée, d'autres c'est la semaine, d'autres c'est au mois, d'autres c'est à l'année. Et quand on travaille avec les constructeurs, c'est 8 à 10 ans. Quand on prend une commande pour un constructeur, alors c'est énorme, c'est la durée de vie du produit. C'est énorme, mais c'est aussi excessivement difficile à obtenir ce marché. Et c'est en amont, c'est 2 ou 3 ans de travail. Bon, on vous souhaite plein de bonheur. Qu'est-ce que vous dites à la 7e génération? Elle est peut-être trop petite pour en parler, mais, oui. Mais quand elle va en parler, là... Elle n'est pas encore en stage. Elle n'est pas encore en stage, non. Non, mais elle a quand même couper le ruban pour l'inauguration de notre espace patrimonial. Vous allez lui dire, il faut rester chez Gruau, il faut travailler chez Gruau. Non, mon père ne l'a pas fait d'ailleurs. Oui. Mon grand-père l'a fait, lui, par contre. J'avais droit à des intraveineuses tous les jeudis après-midi à l'époque. Mais non, je crois que je lui dirais la chose suivante. On fait un beau métier, difficile, mais c'est un beau métier. C'est un beau métier parce qu'il s'intéresse aux clients, à des clients excessivement différents. Et franchement, ça, je crois que c'est quelque chose qui est passionnant. Merci infiniment, Patrick Gruau, d'avoir participé à ce rendez-vous. Très belle entreprise. Hein. Vive la France, on a envie de dire. Hein, merci. Quand on vous voit et qu'on vous écoute. Merci.